Bonjour Manon Aubry. Bonjour Alex Bouygues. Les débats sur le budget se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les socialistes ont quand même obtenu beaucoup de concessions de la part de Sébastien Lecornu. J'en cite quelques-unes, l'abandon du 49.3, la suspension de la réforme des retraites, le renoncement au gel des pensions de retraite, tout comme celui des minima sociaux. Et vous, les Insoumis, vous avez obtenu quoi pour les Français ? La réalité, c'est plutôt que le piège est en train de se refermer sur les socialistes et que de concessions, ils n'en ont obtenu aucune de la part du gouvernement. Mais ça, concrètement... Parlons-en de manière concrète. La suspension de la réforme des retraites n'est pas une suspension, c'est un décalage de son application dans le temps. Et à partir de la génération 1969, la retraite à 64 ans... Ce sera un débat pour 2027. S'appliquera exactement de la même manière. Pour le reste, le gel des pensions de retraite, ça a été battu en commission, notamment parce que les voix des Insoumis étaient là pour battre cette partie-là du budget. Mais reste dans ce budget les pires horreurs qu'on n'a jamais vues depuis certaines dizaines d'années. Que ce soit la baisse des APL, que ce soit l'augmentation du reste à charge pour les médicaments ou pour les consultations médicales que vous faites, le fait de s'en prendre aux affections de longue durée, c'est-à-dire on a tous autour de nous quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une maladie de longue durée qui va être moins bien indemnisé. Donc vous voyez, le débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale va commencer demain à l'Assemblée nationale. Ce sont des éléments qui sont encore dans le budget. Et pour finir, vous savez, le Parti socialiste avait présenté la taxe Zuckman comme une forme de totem. Taxe Zuckman que nous avions défendue depuis un certain nombre d'années. Rejetée par l'Assemblée nationale. Elle a été rejetée. Dans sa version initiale comme dans sa version moi, je pose officiellement la question au Parti socialiste ce matin, qui avait fait de la taxe Zuckman une des lignes rouges à ne pas dépasser par ce gouvernement. La réalité, c'est qu'ils ont été humiliés par Sébastien Lecornu. Donc je leur demande solennellement, quand vont-ils censurer le gouvernement Lecornu et quand vont-ils revenir à la raison? Je ne comprends pas ce que vous dites, parce qu'ils n'ont pas été humiliés. Cette taxe Zuckman, elle a été rejetée par l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui ont voté, c'est la démocratie. Alex Bouygues, le Parti socialiste avait refusé de censurer le gouvernement Lecornu en leur disant on leur donne une chance et peut-être qu'on obtiendra la taxe Zuckman. Peut-être qu'on obtiendra la suspension de la réforme des retraites. De suspension de la réforme des retraites, ça n'a été qu'un vague décalage. De taxe Zuckman, il n'a rien eu. Qu'est-ce qu'il faut d'autre au Parti socialiste pour réaliser qu'ils sont roulés complètement dans la farine? Complètement roulés dans la farine. Et je vais vous le dire, d'ailleurs, le budget va être rejeté. Parce qu'à la fin, vous avez des bouts qui viennent d'ici, des bouts qui viennent de là. Ça n'a plus aucun sens. Et ça reste une cure d'austérité, un sacrifice social comme jamais pour les Françaises et les Français. Ce budget va être rejeté. Et à la fin, on va voir quoi? On va avoir des ordonnances. C'est le plus probable. Et donc, pourquoi on a perdu tout ce temps-là? On aurait pu, dès le départ, dire au gouvernement que ce n'était ni le gouvernement, ni le budget que l'on souhaitait. Et il nous a manqué seulement 18 voix pour notre motion de censure. Et je pense que les socialistes portent, et je le regrette, une lourde responsabilité dans l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de se réaliser qu'ils sont... Allez, c'est Thanksgiving aux États-Unis, ils sont le dindon de la farce. Ils ont été le dindon de la farce, ils sont en train d'être croqués par Sébastien Lecornu et malheureusement, ils ne ramènent rien pour les Françaises et les Français. Vendredi, les députés ont aussi adopté un impôt sur la fortune improductive contre l'avis, cette fois-ci, du gouvernement. Cet impôt taxe non seulement donc, les biens immobiliers, mais aussi les biens précieux comme les voitures, les bateaux, les objets de valeur. Sa cible est donc plus large que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière décrété par Emmanuel Macron, qui ne taxait que les biens immobiliers. Pourquoi est-ce que les Insoumis, pourquoi est-ce que vous avez voté contre? Alors, si la cible est plus large, il y a deux problèmes principaux avec cette taxe. La première, c'est que tout simplement, cet impôt-là va introduire une nouvelle exonération, notamment pour les résidences principales de 1 million d'euros. Premier problème. Et deuxième problème, c'est qu'il baisse le taux d'imposition qui avant était progressif et qui maintenant va être limité à 1%. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez un patrimoine, mettons, de 500 millions d'euros. Si dans ce patrimoine de 500 millions d'euros, vous avez une résidence principale de 20 millions d'euros, eh bien, ce que vous allez contribuer va baisser de 450 000 euros. En réalité, ce nouvel IFI qui est...
En fait, ce que proposait Marine Le Pen, d'ailleurs ça a été voté par les socialistes et Marine Le Pen, va être un cadeau aux plus gros milliardaires. Il va aller taxer un peu plus les petits millionnaires. Oui, mais cet impôt fait quand même contribuer davantage ceux qui possèdent ce qu'on appelle des richesses inactives, plutôt que d'élargir lourdement l'impôt pour tous. Il y a presque une forme de justice. Mais justement, c'est mieux disant. Si vous voulez élargir l'assiette fiscale, faire en sorte que tout le monde paye sa juste part d'impôt, alors il faut une véritable taxation sur la fortune. Si vous excluez tout le patrimoine financier, sachant que les plus grands milliardaires dont on parle, les Vincent Bolloré, Bernard Arnault, etc., une grande partie de leur fortune, c'est du patrimoine financier. Donc si vous l'excluez, alors on ne peut pas parler de justice fiscale, a fortiori si vous réduisez le taux d'imposition. La réalité, c'est que ce budget, il va faire payer aux plus pauvres les cadeaux aux plus riches. Il va faire payer en augmentant, par exemple, pour vous et moi, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, en augmentant le prix de nos médicaments. Et de l'autre côté, il va continuer les cadeaux fiscaux aux plus riches. Vous demandez la démission d'Emmanuel Macron, mais vous savez aussi très bien à quoi ça mène. Le dernier sondage est là, pour la Tribune dimanche, et sans ambiguïté. 35% d'adhésion pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est plus de 20 points par rapport à votre champion Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'observe que dans ce sondage, Jean-Luc Mélenchon est aux portes du second tour et que s'il y avait un second tour... Enfin, il est aux portes, il est à 12,5%, il y a encore Édouard Philippe devant lui. En fonction des hypothèses, il est entre 12,5 et 15,5. Non, mais c'est 20 points de moins on est à un an et demi. On est à un an et demi de l'élection présidentielle, un an et demi... vous demandez un an et demi avant... Manon Aubry, vous demandez la démission du chef de l'État. Et nous y sommes prêts, mais cette question est posée dans l'hypothèse où les élections ne sont pas tout de suite, il n'y a pas eu de campagne. À ce que je sache, il n'y a pas eu de campagne pour les élections présidentielles. Et vous savez comme moi qu'après chaque campagne pour les élections présidentielles, nous sommes parmi ceux qui connaissons la plus grande progression dans la campagne. Et d'ailleurs, si vous regardez un an et demi avant les précédentes élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon n'était pas donné aussi haut. Pour le reste, s'il y a une élection, qu'elle ait lieu maintenant ou en 2027, on fera campagne sur un projet, sur des idées. Quoi qu'il arrive, on fera campagne de manière très concrète. Glucksmann, qui lui aussi est en tête, Alex Briaguet, placé à gauche. Pour faire quoi? Je vous donne un exemple, je reviens des États-Unis où était candidat Zoran Mamdani, qui est le candidat démocrate New York. Il a été désigné par une primaire. Son concurrent face à lui s'est présenté en indépendant parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Si vous mettez des concurrents qui ne sont pas d'accord entre eux et qui ne sont pas d'accord sur un programme commun, alors vous mentez aux électrices et aux électeurs. Vous parliez donc de cette autre élection qui se joue demain à New York, qui va élire son maire. Donc Zoran Mamdani, effectivement, il est décrit par Trump comme un communiste. Est-ce que pour vous, c'est plutôt un mélenchoniste? Zoran Mamdani, c'est quelqu'un qui bouscule l'establishment. D'ailleurs, on parlait des sondages. Quand il avait commencé sa campagne, il était à peine donné à quelques pourcents. Il a réussi à renverser la table. Renverser la table parce qu'il a des propositions radicalement concrètes. Le gel des loyers, la gratuité des transports, la gratuité aussi de la crèche. Mais ça, c'est pas promettre monts et vermeils. C'est pas une forme de populisme de gauche pour répondre il assume de le dire. Populisme MAGA. Non, il assume de le dire qu'il le fera avec la taxation des plus riches. Et moi, ce que j'ai pu sentir, c'est un élan populaire et c'est un message envoyé à la gauche du monde entier. Soit vous, à gauche, vous vous diluez dans le libéralisme économique, soit vous proposez une véritable politique de rupture. C'est ce que fait Zoran Mamdani avec un certain culot et face à un establishment qui dépense plus de 20 millions de dollars pour lui barrer la route. Il nous reste très peu de temps. Une dernière question sur lui. Il est ouvertement pro-palestinien. Il n'a pas hésité à reprendre à son compte le slogan « Mondialiser l'intifada », qui pour certains est un slogan ouvertement antisémite, une incitation à la haine, à la violence. Vous reprendriez ce slogan-là? Écoutez, son profil, comme le nôtre ici, a fait l'objet d'un certain nombre de caricatures parce qu'il a l'outrecuidance de défendre le peuple palestinien qui est victime d'un génocide. Il a dit que si Benjamin Netanyahou était amené à venir sur le sol américain à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, il l'arrêterait. Eh bien, moi, je trouve que ça lui rend honneur et c'est une des raisons de plus, j'espère, pour qu'il gagne demain aux élections. 30 secondes, vraiment, mais c'est compliqué de ne pas en parler sur le géant Shein qui est signalé à la justice pour la vente de cette poupée à caractère pédopornographique. On voit qu'elle continue de circuler, notamment sur d'autres plateformes comme AliExpress. Comment on fait? Comment on régule ces plateformes chinoises, notamment? C'est extrêmement choquant et je vais vous dire, il y en a marre de ces grandes entreprises multinationales qui opèrent sur
sur notre territoire sans foi ni loi. Et donc, au bout d'un moment, il faut avoir des contrôles aux frontières pour contrôler ces produits. Et aussi, il ne faut pas hésiter à sanctionner financièrement ces entreprises. Ce n'est sur pas les parce plateformes, comment on fait? Exactement. Ces entreprises-là, pour opérer sur le territoire européen, elles doivent respecter un certain nombre de règles. Si elles les enfreignent, alors elles peuvent faire l'objet de poursuites. J'espère que Shein fera l'objet de poursuites et qu'elle sera sanctionnée à sa juste hauteur. Merci beaucoup, Manon Aubry. Bonne journée.